Nous sommes en audience publique, Madame le Président. Excusez-moi, mais vous n'avez pas de microphone. Pardon, confuse. Enfin, il convient de noter que, contrairement à ce qu'affirmait le procureur lors de l'audience du 21 février 2013, le tribunal militaire d'Abidjan a été saisi le 24 mars 2011 afin de mener une enquête complète sur des obus qui auraient été tirés à Abobo. Contrairement aussi à ce qu'affirmait le témoin du procureur P9, ce qui pose donc la question de sa crédibilité. Il convenait de s'intéresser aux résultats de cette enquête. Cela fait partie intégrante d'un travail d'investigation. Nous avons vu que le procureur a mené des enquêtes superficielles sur les événements qui se seraient déroulés à Abobo le 17 mars 2011. Il part d'un a priori, selon lequel le prétendu lieu de l'impact était peuplé exclusivement de civils. Or, il ne présente aucun élément probant au soutien de cette affirmation. Pis, il ne prend pas en compte des éléments de preuve qu'il avait à sa disposition pour envisager d'autres hypothèses. Par exemple, le témoin P9, un des témoins principaux du procureur, indique que les membres du commando invisible se fondaient dans la population. Transcription 0011-0556, page 0161. Le procureur ne pouvait donc pas ignorer qu'à Abobo, il n'existait pas de zone exclusivement civile en mars 2011. C'est pourquoi il aurait dû envisager d'autres hypothèses que celle d'une prétendue attaque contre la population civile. Première hypothèse, il ne s'agissait pas d'une attaque contre la population civile. Le procureur indique lui-même, au paragraphe 14 de son document contenant les charges, qu'il existe un conflit armé non international depuis le 25 février 2011. Il doit donc en tirer les conséquences juridiques. S'il y a un conflit armé non international qui fait rage, notamment à Abobo en mars 2011, cela signifie que d'un côté, il y a des combattants de l'autre qui s'affrontent, de l'autre des civils. Les combattants s'étant fondus dans la population civile, ils se servent d'eux comme boucliers humains. Le procureur aurait dû prendre en compte cet élément afin de s'interroger, dans l'hypothèse d'un bombardement éventuel, sur quel lieu aurait pu être visé par les soi-disant tirs. Nous l'avons dit, la définition du lieu visé est particulièrement floue. Or, si le procureur avait pris la peine de se saisir de la réalité de la situation à Abobo en 2011, il se serait posé d'autres questions sur le lieu potentiellement visé par des tirs d'obus. Il est d'autant plus surprenant que le procureur ne le fait pas, puisqu'au cours de l'audience du 21 février dernier, il utilise le champ lexical de la guerre, plus précisément des termes spécifiques au jus in bello, le droit des conflits armés. Par exemple, il parle de l'utilisation de mortiers en zone urbaine, de l'absence de distinction entre combattants et civils, de cibles militaires, de l'interdiction en droit international d'utiliser des mortiers dans des zones peuplées, du terme civil, ou encore de position de l'ennemi. Pages 47, 48 et 49 du transcrit français. Le témoin du procureur P9, qui avait une fonction très importante, rappelons-le, a déclaré que, et je cite le procureur, les soldats ivoiriens ont été formés au droit humanitaire international. Alors pourquoi aurait-il pris la population civile qui leur était favorable pour cible? Cela n'a aucun sens. Rappelons que le ministre de la Défense du gouvernement du président Gbagbo, au moment des faits, explique très clairement que depuis février 2011, les forces de l'ordre étaient constamment prises pour cible, les commissariats attaqués, les officiers attaqués à leur domicile ou exécutés, et que les rebelles, c'est-à-dire les FAFN ou le commando invisible, contrôlaient entièrement la commune d'Abobo depuis fin février 2011. Le procureur lui-même raconte, lors de l'audience du 21 février, que les troupes se rendant en véhicule au camp commando essuyaient des coups de feu. Par ailleurs, nous avons vu que les combattants rebelles avaient infiltré la population,
comment le procureur peut-il prétendre qu'aucune cible militaire et aucun combattant armé n'était présent dans les quartiers bombardés, alors que les combattants rebelles étaient partout? En affirmant sans étayer sa thèse que le lieu de l'impact était uniquement peuplé de civils, le procureur fait fi de la réalité à Abobo en mars 2011, où des factions rebelles s'en prennent au FDS, terrorisent la population, mais aussi s'affrontent entre elles. Il empêche ainsi la Chambre et les partis de comprendre l'enchaînement des événements qui se sont déroulés à Abobo en mars 2011. Il est permis de relever aussi une coïncidence troublante. Le jour où avait lieu le soi-disant bombardement du marché d'Abobo, Alassane Ouattara crée par voie d'ordonnance les forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRCI, fusionnant les forces armées des forces nouvelles et les forces nouvelles, légitimant ainsi les rebelles. Deuxième hypothèse. Les auteurs potentiels ne sont pas des FDS. Le procureur ignore complètement la présence du commando invisible à Abobo. Or, le témoin du procureur P11 lui avait indiqué que le commando invisible disposait d'armes lourdes et était équipé de mortiers. Transcription 0016-0130, page 0144. Si les témoins ont décrit que les obus pleuvaient à Abobo, qui nous dit qu'il ne s'agissait pas des obus du commando invisible, lourdement armés, notamment de mortiers, comme nous l'avons démontré? Le ministre de la Défense explique que le commando invisible n'hésitait pas à utiliser ces armes lourdes. Le témoin du procureur P107, lui, indique que le commando invisible n'hésitait pas à tirer sur ses propres gens. 0020-0064, paragraphe 162. Par ailleurs, le ministre de la Défense du gouvernement du président Gbagbo, à l'époque des faits, mentionne le fait que le gouvernement, et je cite, « par la voix de son porte-parole, le ministre Don Melo Awa, qui a dénoncé le même jour une affaire montée de toutes pièces. » C'est ainsi qu'une autre hypothèse avait été suggérée. Le procureur aurait dû se pencher sur ces différentes hypothèses et mener des enquêtes afin de savoir si ce sont réellement les FDS qui auraient tiré ces soi-disant obus. Il lui appartenait d'exclure toutes les possibilités. Troisième hypothèse, une erreur technique. Le procureur a recueilli lui-même des informations qui indiquent clairement que le chef de l'état-major des FDS n'avait pas autorisé l'emploi des obus à Abobo. Transcription 0011-0556, page 0559, du témoin P9 et du témoin P47, transcription 0015-0244, page 0267. Et que si des obus avaient été tirés sur le marché, il s'agissait d'une erreur de calcul, ce qui signifie que ces tirs n'auraient potentiellement pas été intentionnellement dirigés vers le marché. Si le procureur avait fait appel à des experts militaires et ou balistiques, comme nous l'avons déjà soulevé, cette hypothèse aurait pu être vérifiée. Certains éléments du récit du procureur font aussi face à des impossibilités techniques ou factuelles. Par exemple, nous l'avons déjà dit, il n'y avait pas de zone exclusivement civile à Abobo en mars 2011. Mais surtout, le procureur nous explique, lors de l'audience du 21 février, que les obus auraient atterri dans le SOS village d'enfants. Or, si on analyse minutieusement la carte que le procureur a présentée, ce village est très proche du camp commando. En réalité, il est trop proche pour que les obus soient tirés du camp commando. En effet, les obus ne s'utilisent pas contre des cibles aussi rapprochées, puisque les éclats d'obus risqueraient de tomber sur ceux qui les ont tirés. Il s'agit d'armes qui s'utilisent pour lancer des projectiles à des distances d'au moins 1 kilomètre. Notons d'ailleurs que le témoin P164 avait informé le procureur de ce fait.
0028-0481, page 0489, paragraphe 54. Le procureur aurait dû faire appel à un expert militaire et un expert balistique pour l'éclaircir sur ce type de questions techniques afin qu'il puisse mener des enquêtes complètes et non superficielles. Les informations recueillies sur le prétendu bombardement du marché sont trop approximatives et contradictoires pour qu'elles puissent être une base solide et suffisamment concrète ou tangible pour la confirmation des charges. Elles sont tellement incohérentes qu'il est difficile de croire qu'un bombardement ait eu lieu le 17 mars 2011. Aucun rapport balistique n'existe sur ce prétendu bombardement. Par ailleurs, ni le ministre de la Défense, ni les hauts gradés de l'état-major n'étaient au courant de ce soi-disant bombardement. Le ministre de la Défense a été informé d'un bombardement potentiel par un journaliste à la sortie d'un conseil des ministres. Il est surprenant qu'aucun responsable politique ou militaire était au courant d'un tel événement alors que des journalistes et des agences de presse internationales diffusaient déjà l'information. Pourquoi ? Parce que ce soi-disant bombardement fait écho au bombardement du marché de Sarajevo et parle aux consciences. Le procureur accentue lui-même la couverture médiatique de l'événement. Enfin, il ne peut prétendre que la direction a préféré ignorer cet incident. Le ministre de la Défense de l'époque explique lui-même qu'après avoir été informé par le journaliste, il est entré en contact avec le commandant supérieur de la gendarmerie, puis le chef d'état-major, pour en savoir plus. Ils m'ont répondu l'un après l'autre qu'ils ne savaient rien. Je leur ai demandé d'interroger les collaborateurs sur le terrain et de me faire un rapport. Pièce de la Défense, 1273, page 1297. Il n'y a donc pas de motif substantiel de croire que ces soi-disant éléments pro-Gbagbo non précisés, non identifiés, aient commis les actes visés par le procureur. Concernant les événements du 12 avril 2011 à Yupougon, le procureur allègue, au paragraphe 56 du document contenant les charges, que le 12 avril 2011, des jeunes miliciens, des éléments de la police et des mercenaires pro-Gbagbo ont attaqué plusieurs zones de Yupougon, dont Doucouré, faisant plus de 80 morts et des blessés. L'allégation est encore une fois contenue dans un seul paragraphe. Un seul. Quoi qu'il en soit, cette attaque serait donc intervenue après l'arrestation du président Gbagbo. Revenons un instant sur la situation à Yupougon, peu de temps avant l'arrestation du président Gbagbo et après son arrestation arbitraire. Rappelons, avant toute chose, que Yupougon est peuplé majoritairement par des habitants, membres d'ethnies supposées favorables au président Gbagbo. Dès le 31 mars 2011, Yupougon était pris pour cible par les rebelles. Par exemple, une quinzaine de civils avaient été tués par les forces qui combattaient pour Alassane Ouattara. Les rebelles se livraient à toutes sortes d'exactions. Par exemple, le chef rebelle Chérif Ousmane et ses hommes ont conduit un grand nombre d'exécutions extrajudiciaires. Pièce de la Défense 37-37. Le témoin du procureur P11 confirme la présence des forces fidèles du président Ouattara à Yupougon. Transcription 0016-0256, page 0258. Dans les jours précédant l'arrestation du président Gbagbo, les rebelles se sont livrés à de nombreuses arrestations arbitraires des jeunes dans toute la ville, y compris à Yupougon. Lors de ces arrestations arbitraires, de nombreux étudiants ont été molestés et tués. Le ministre de la Défense du gouvernement du président Gbagbo, au moment des faits, explique clairement que tous les faits évoqués dans la crise post-électorale après l'arrestation du président Laurent Gbagbo échappent à mes observations parce que la haute hiérarchie des FDS avait fait allégeance aux nouvelles autorités le 11 avril 2011 et par conséquent, je n'avais plus de compte rendu.
ce qui signifie qu'en avril 2011, les forces de sécurité n'étaient plus, que ce soit la police, la gendarmerie ou le SECOS. Par ailleurs, la majorité de ceux qui n'avaient pas prêté allégeance aux nouvelles autorités étaient détenus à l'hôtel du Golfe. Lors de l'audience du 21 février, le procureur affirme que des barrages auraient été érigés un peu partout à Yupougon. Or, la réalité à Yupougon est l'exact contraire de ce que le procureur avance. Les populations de Yupougon s'étaient barricadées devant l'avancée des forces rebelles pour éviter destruction, pillage, viol et assassinat. Il s'agissait de barricades et non de barrages. Des barricades improvisées par des civils pour se protéger. Après l'arrestation du président Gbagbo, différents groupes soutenant Alassane Ouattara ont renforcé leur offensive à Yupougon. Par ailleurs, les forces rebelles étaient appuyées par les forces françaises. En effet, la force Licorne a bombardé les quartiers de Yupougon, comme le camp militaire, les Toits Rouges, le nouveau quartier Koweït. Elles ont tiré sur des habitations et sur des civils. Pièce de la Défense 2402, pages 2403 et 2404. Nous l'avons dit lors de notre présentation des faits. Après la chute du président Gbagbo le 11 avril 2011, les chefs rebelles ont partagé Abidjan en plusieurs groupements tactiques. Pièce de la Défense 3859 et 3859. Yupougon avait notamment été confié à Ousmane Coulibaly, dit Ben Laden. Rappelons qu'Ousmane Coulibaly et ses hommes ont été accusés de nombreux crimes internationaux, notamment d'avoir pris systématiquement des civils pour cible et d'avoir commis des violences sexuelles répétées, qui ont été dénoncées par les grandes organisations internationales de défense des droits de l'homme. Dans un rapport datant d'octobre 2011 sur les violences post-électorales, Human Rights Watch a désigné Ben Laden comme l'un des dirigeants des FRCI sous le commandement duquel les soldats avaient commis des dizaines d'exécutions sommaires et des actes de torture fréquents pendant la bataille finale pour Abidjan, y compris à Yupougon, en avril et mai 2011. Les rebelles attaquent, mais les attaques échouent. Elles échouent devant la défense que leur opposent les groupes d'autodéfense composés d'habitants. Pour obtenir leur reddition, les chefs rebelles ont entamé des négociations et demandent à d'anciens responsables pro-Gbagbo de négocier le désarmement des habitants. C'est ce qu'explique notamment le témoin du procureur P44. Et je cite, « À un moment, on a pris les responsables pour aller à Yupougon avec d'autres leaders pour demander aux pro-Gbagbo de déposer leurs armes. Ils ont accepté. » Pièce de la Défense 3704, page 3716. Je rappelle l'importance du témoin P44 concernant cette information. Ces responsables ont donc obtenu que la population dépose les armes et démantèle les barricades, ce que confirme une fois encore le témoin du procureur P44. Une fois les habitants désarmés, des groupes de rebelles se répandent à Yupougon, se livrent à de nombreuses exactions et commettent de nombreux crimes. Il est symptomatique que le procureur n'en dise pas un mot. S'il avait sérieusement enquêté, il aurait dû prendre en compte la réalité de la situation sur le terrain et ne pourrait aboutir aux conclusions du document contenant les charges. Ceci est d'autant plus surprenant que ces crimes sont documentés et que la défense a transmis au procureur des photographies accablantes. Comme nous l'avons dit lors de notre présentation des faits, de nombreux civils ont été raflés et détenus à Yupougon, notamment à la station Lubre-Afrique. Nous avons vu des jeunes gens asperger d'essence et une centaine
de jeunes hommes détenus arbitrairement dans des conditions inhumaines. Par ailleurs, les hommes de Ben Laden ont commis des dizaines d'exécutions sommaires et des actes de torture en avril et mai 2011. Sur les événements qui se seraient déroulés à Yupougon le 12 avril 2011. D'une part, le procureur se fonde sur des témoignages imprécis. Par exemple, lors de l'audience du 21 février, le procureur se réfère au témoignage de P185. Ce témoin aurait entendu des tirs et aurait découvert des corps le lendemain matin. Ce témoin, à peine majeur et encore étudiant, n'a aucune qualification qui lui permettrait d'analyser les impacts et les blessures sur les corps qu'il a vus. Le témoin procède par supposition. Ce n'est pas suffisant. Rappelons qu'au moment des faits, Yupougon était le théâtre de nombreux affrontements. Il n'est pas possible de déduire du son d'un tir dont on ne sait, ou deux tirs dont on ne sait même pas le nombre, entendus la veille, que les victimes que le témoin a vues le lendemain étaient celles des prétendus mercenaires, miliciens ou jeunes pro-Gbagbo. Le témoin n'est même pas à même d'identifier des auteurs potentiels. D'autre part, le procureur, lors de l'audience du 21 février dernier, se fonde sur, je cite, un affidavit compilant des déclarations de témoins recueillies par des ONG, page 56 du transcrit français, sur un rapport de Human Rights Watch et d'autres sources similaires pour tenter de gonfler le nombre des victimes et le poids de sa preuve sur les événements qui se seraient déroulés à Yupougon en avril 2011. Nous pouvons utiliser le même procédé et donner à voir une autre réalité dans un quartier, rappelons-le, mis en coupe réglée par les rebelles. Dans le rapport, ils les ont tués comme si de rien n'était, le besoin de justice pour les crimes post-électoraux en Côte d'Ivoire, d'octobre 2011, Human Rights Watch a documenté 6 meurtres à Koweït commis par les forces républicaines. Un témoignage recueilli le 25 mai 2011 décrit 5 hommes se faisant dépouiller, alignés et mitraillés par un soldat. 4 victimes sont mortes instantanément. La 5e, touchée à la cuisse, a feint d'être morte et a rampé plus tard jusqu'à une maison voisine. Le témoin, un ami qui habitait à proximité, est allé vers lui et l'homme a demandé de l'eau. Alors que le témoin était allé chercher de l'eau, il a entendu plusieurs coups de feu. Il a trouvé son ami mort avec un impact de balle dans le bras qui avait laissé des fragments d'os sur le sol et une autre à la poitrine qui était ressortie par le dos de la victime. Dans le même rapport de Human Rights Watch, un homme a décrit le meurtre de son frère à Koweït le 3 mai 2011. Ils ont pris mon plus jeune frère, qui a 21 ans, et ont demandé quel était son groupe ethnique. Il a dit qu'il était bété. 2 d'entre eux ont rattrapé ses jambes. 2 autres lui tenaient les bras dans le dos, et le 5e lui tenait la tête. Puis un type a sorti un couteau, a dit sa prière mystique et a égorgé mon frère. Il hurlait. J'ai vu ses jambes trembler une fois qu'ils l'ont égorgé. Le sang ruisselait sur son corps. C'était pire que tuer un animal. Je ne pouvais pas détourner le regard. C'était mon frère. Toujours dans le même rapport, il est rapporté que, et je cite, un membre des forces républicaines de Yupougon a déclaré à Human Rights Watch que les hommes sous le contrôle d'Ousmane Coulibaly, un ancien commandant des forces nouvelles dans la zone de Djenné, avaient été responsables de l'offensive et de l'opération de nettoyage dans le quartier de Koweït à Yupougon. Plusieurs journalistes ivoiriens et sources proches des forces nouvelles ont également identifié Coulibaly comme étant le commandant en charge des opérations dans cette zone. Dans le rapport de 2011 intitulé « Ils ont regardé sa carte d'identité et l'ont abattu. Retour sur 6 mois de violence post-électorale en Côte d'Ivoire », un témoin a raconté à Amnesty International comment ce jour-là, un policier appartenant à la même ethnie que Laurent Gbagbo
avait été appréhendé vers 10 heures à son domicile, à Yupougon, par des hommes en uniforme et abattu à bout portant sous ses yeux. Ces extraits mettent en lumière qu'en avril 2011, Yupougon est aux mains des rebelles qui s'en prennent aux civils considérés comme des pro-Gbagbo. Il est d'autant plus facile pour les rebelles de s'en prendre à la population civile puisque les forces de sécurité n'existaient plus. Elles ne peuvent donc pas la défendre. Le procureur, s'il avait enquêté, se serait rendu compte de l'impossibilité du récit qu'il présente aujourd'hui. Dans un rapport de 2012, intitulé Bien loin de la réconciliation, Human Rights Watch indique que bon nombre des pires abus associés aux arrestations massives ont été commis par le commandement Ousmane Coulibaly, connu sous le nom de guerre de Ben Laden. Coulibaly était le commandement de l'ancien camp de la BAE à Yupougon en mai 2011 jusqu'à la fin du mois de septembre 2012 et a aussi été placé à la tête des opérations menées à Dabou après l'attaque du 15 août dans cette ville. Yupougon est toujours aux mains des rebelles, encore aujourd'hui. C'est ce qu'il ressort d'un rapport de Human Rights Watch, publié aujourd'hui même, intitulé « La loi des vainqueurs, la situation des droits humains, 2 ans après la crise post-électorale ». Sur la question des viols, le procureur a identifié une seule victime de viol à Yupougon, le témoin P185. Nous sommes profondément meurtris de ce qu'elle a dû subir. Néanmoins, rien dans son récit ne permet de lier les auteurs du viol aux forces pro-Gbagbo. Sa description laisse plutôt entendre qu'il s'agissait de criminels qui profitaient de la situation et qui, dans la confusion générale, commettaient des actes abominables. Par ailleurs, un seul témoignage ne suffit pas pour démontrer un plan ou une politique quelconque. Le procureur tente, encore une fois, de gonfler le nombre des victimes de viol et le poids de sa preuve concernant les viols qui auraient été commis par des forces pro-Gbagbo à Yupougon, en se fondant sur des fiches d'une ONG locale, un rapport de Human Rights Watch et d'autres affidavits. Page 56 et suivante du transcrit français. Nous pouvons procéder de la même manière pour montrer que les viols commis à Yupougon sont la tragique conséquence du chaos général qui, hélas, n'a épargné personne. Prenons un exemple, issu du rapport de Human Rights Watch. Ils les ont tués comme si de rien n'était, de 2011, concernant un viol s'étant déroulé à Koweït, à Yupougon, le 8 mai 2011. Des gars en tenue militaire sont arrivés ce matin-là, à 9 heures. On dit qu'ils cherchaient des armes. Les gars étaient grands. C'étaient des militaires FRCI, avec des tenues propres. Un chef de file incontesté parmi eux dit « Vous, les bêtés, les guérets, les atiers, c'est vous qui avez fait cette guerre. Où sont les jeunes hommes? Nous allons tous les tuer. » Leur chef, un homme grand, m'a attrapé et m'a tiré, là où l'un de mes voisins dormait. Il m'a jeté sur les matelas et m'a dit d'ouvrir les jambes. Je lui ai dit « Monsieur, s'il vous plaît, pas comme ça. » Je l'ai supplié de me laisser partir, mais il m'a frappé. Il m'a dit de me taire. Il m'a pris de force et il m'a violée. Il m'a tenue là, en me violant, pendant plus d'1 heure. Il a été violent pendant tout ce temps. Quand il eut fini, je saignais entre les jambes. Tout ce temps-là, les autres membres des FRCI étaient toujours en train de piller. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils sont passés à côté. Il était bien leur chef. Je les ai entendus l'appeler commandant Théo. Après avoir fini de me violer, il avait sa calache sur lui. Il a essayé de la faire pénétrer violemment en moi. J'ai fermé les jambes et l'arme a percuté ma cuisse. Il a ri et a dit « Bravo » et il est sorti de la pièce. Le viol est un acte inqualifiable. Le viol est un crime révoltant, indignant, mais c'est avant tout un crime de droit commun qui peut intervenir dans des situations de chaos général. Pour qu'un viol soit qualifié de crime contre l'humanité, il doit remplir des critères juridiques,
un viol ne peut pas être qualifié de crime international si l'on ignore qui en sont les auteurs ou si ces derniers agissaient pour le compte de quelqu'un. Il est fondamental de noter ici que le rapport d'une ONG locale citée par le procureur pour mentionner le viol de 17 femmes explique qu'à Yopougon, des viols ont été perpétrés par des jeunes du quartier sans que ceci ait un rapport quelconque avec l'une ou l'autre partie au conflit. Pièce du procureur 0021-0955, page 0982, paragraphe 63. Il ne fait aucun doute que les femmes qui ont souffert de la guerre méritent justice. Elles méritent que justice leur soit rendue. Mais il appartient à la justice ivoirienne de le faire. Les victimes ne sont pas identifiées. Des victimes à Yopougon en avril 2011, il y en a eu tant, toutes origines confondues. Or, le procureur n'identifie pas les victimes. Les témoignages mentionnent des chiffres, mais ceux qui donnent les noms des victimes sont quasi inexistants. Les rapports des ONG auxquels le procureur se réfère donnent des chiffres ou relatent des propos d'une personne interviewée. Mais qui sont-ils? Nous n'en savons rien. Il peut s'agir de victimes dites pro-Gbagbo. Nous ne pouvons affirmer que du fait de son origine ethnique, une personne est victime de soi-disant forces pro-Gbagbo. Il serait réducteur de prétendre que toutes les personnes originaires du Nord étaient victimes de soi-disant forces pro-Gbagbo. Rappelons que des gens originaires du Nord soutenaient le président Gbagbo, y compris des Dioula. Les auteurs ne sont pas identifiés. Incapable de fournir un quelconque élément de probant dans le sens de sa théorie, le procureur prétend que le pouvoir aurait organisé des groupes armés pour supplier les troupes et se livrer à des attaques contre la population civile. Il est très important de noter qu'il ne distingue jamais, à dessein, entre les membres de la jeunesse des différents partis politiques, les miliciens et les mercenaires. Paragraphe 56 du document contenant les charges. En effet, lors de l'audience du 21 février 2013, il n'a pas distingué une seule fois les jeunes miliciens, des éléments de la police et des mercenaires pro-Gbagbo. Qui auraient été les auteurs des événements s'étant déroulés à Yopougon le 12 avril 2011? Il fait systématiquement l'amalgame entre des miliciens, des mercenaires et d'autres éléments pro-Gbagbo, ne les distinguant jamais. Pourtant, il s'agit de catégories distinctes. Les miliciens, ce sont dans le contexte ivoirien les habitants d'un quartier qui, devant un péril, s'arment, notamment d'armes traditionnelles, et montent des barricades autour du quartier pour tenter de préserver leur vie et leurs biens. Ce sont des groupes d'autodéfense nécessaires pour survivre lorsque militaires et policiers ont disparu. Il s'agit d'habitants qui ont tenté de se prémunir contre les attaques des rebelles. D'ailleurs, la définition de milicien donnée par le dictionnaire manuel de diplomatie et de droit international public et privé rappelle que l'expression de milicien doit s'entendre de levée temporaire d'habitants d'un pays faite dans quelques circonstances particulières, comme pour repousser un envahissement. Les jeunes patriotes. Il s'agit d'un mouvement peu structuré, rassemblant notamment la jeunesse de différents partis politiques, comme par exemple la jeunesse du FPI. Ces groupes de jeunes avaient une activité purement politique, organisant des meetings, des réunions, des marches ou des séances d'information. Ils n'étaient pas armés. Le procureur ne reporte pas suffisamment d'éléments qui montreraient un quelconque armement, ni même qui montreraient une quelconque organisation en structure de combat. Le procureur, lors de l'audience du 21 février, fait référence au Parlement, où les jeunes auraient stocké des armes. Cela n'a pas de sens. Les parlements sont des lieux de réunion où des jeunes se rencontrent pour parler, pour débattre de sujets au cœur de l'actualité, de politique, mais aussi d'art, de culture, d'histoire. C'est un lieu de réunion pacifique et d'échange qui fait partie de la vie citoyenne en Côte d'Ivoire. Rappelons aussi que lors de la grande offensive vers le sud du pays, lorsque la grande offensive vers le sud du pays se dessine, les hauts gradés de l'armée appellent les jeunes à intégrer l'armée, ce qui montre
s'il en était besoin, que ces groupes n'étaient pas armés et qu'ils n'envisageaient la lutte que sous l'angle de la défense des institutions. Je vous propose de visionner un extrait d'une vidéo d'un meeting organisé par Blé Goudet en janvier 2011 au stade Champroux de Marcory, auquel était convié le chef d'état-major afin de s'adresser à la jeunesse. Vidéo 0003-0010, timecode 00 secondes à 0,35 secondes. L'hymne national chanté en chœur par plus de 20 000 volontaires répondant à l'appel de la patrie. Ils sont venus des différents quartiers d'Abidjan pour se faire enrôler dans l'armée nationale de Côte d'Ivoire. Nous soulignons l'importance de la présence du chef d'état-major sur cette vidéo. Il s'agit d'un appel pacifique qui était notons-le